Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'Amsterdam, ou plutôt de ce que j'ai pu y découvrir. Cette vidéo est la première d'une série de 3 qui présentera cette ville sous ses différentes facettes et que vous pourrez retrouver en fiche et en description. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne pas louper la suite, et puis ça permet aussi de soutenir mon travail. Donc ici on va s'intéresser à la ville en elle-même et comment s'y déplacer. Amsterdam s'étend sur un peu plus de 200 km, car la ville ne s'arrête pas à ses fortifications que l'on peut d'ailleurs encore deviner en vue du ciel. C'est là, autour du canal. Il y a un peu plus de 800 000 Amstelodamois. Ah oui, et on y compte plus de vélos que d'habitants. C'est d'ailleurs le moment où je vais faire un petit point historique pour expliquer comment tout a basculé pour le vélo dans ce pays. En 1971, une fille de 6 ans et demi perd la vie après avoir été percutée par un automobiliste alors qu'elle rejoignait son école à vélo. Son père, Vic Langenhoff, un journaliste, est dévasté par la mort de sa fille et surtout par l'injustice de la sanction de l'automobiliste, car il n'écope que d'une amende qui aujourd'hui correspondrait à environ 25 € et pas de sanction pénale. S'ensuit alors la création d'un groupe de soutien qui a pour but de mettre en lumière les enfants qui meurent chaque année sur les routes en se déplaçant à vélo, et dans le but également de dénoncer la politique en place qui choisit de faire plutôt 1 km d'autoroute que 100 km de pistes cyclables. Ce mouvement, partant du petit village d'Elvoire, s'étend donc rapidement à tout le pays. Il se manifeste sous forme de blocage pour les carrefours et même des fois des quartiers complets, afin de demander une sécurisation de ces zones. Et c'est finalement le choc pétrolier en 1973, 2 ans plus tard, qui a permis au pays de prendre ce tournant historique. Car chaque dimanche, la voiture était interdite de circuler afin de préserver les ressources nationales de pétrole. Ce qui petit à petit a poussé les habitants à trouver des solutions alternatives pour pouvoir se déplacer. Parallèlement, le gouvernement a également développé les aménagements cyclables pour arriver ce jour à près de 30% des déplacements dans ce pays réalisés à vélo. Et toute cette partie d'aménagement sera développée dans la seconde vidéo. Et ce qui est intéressant à voir avec ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est que c'est actuellement en train de se passer dans le monde entier. La pandémie, c'est le choc pétrolier qu'ils ont eu, et c'est ce qui a permis à de nombreuses villes de pouvoir développer d'urgence des itinéraires cyclables. Et ce, principalement dans les villes qui étaient déjà prêtes à ce changement. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on se déplace principalement à pied et à vélo dans cette ville. Parce que ça fait des années que ces déplacements sont encouragés. Bon, maintenant pour arriver à Amsterdam, je vais revenir un petit peu sur le voyage. Je suis arrivé à Amsterdam par le train et j'ai choisi de ne pas prendre de vélo. Pourtant, à bord du Thalys, vous avez le droit d'être accompagné d'un vélo gratuitement. Alors, sous certaines conditions, il doit être démonté dans une housse d'une certaine taille, et ce, même s'il est pliant. Donc, je n'ai simplement pas souhaité me prendre la tête, et c'était aussi l'occasion de louer un vélo original. Un tandem, encore une fois. Je ne redévelopperai pas comment se déplacer en tandem, je vous ai déjà fait un sujet à Deauville parlant de ce vélo particulier. On va maintenant passer à l'étape de la location. Pour cela, je me suis rendu chez un loueur privé, Frédéric Rentebike, qui est seulement à quelques centaines de mètres de la gare, et vu que je suis allé en séjour là-bas hors période de vacances, je n'ai pas eu besoin de réserver le vélo, on est arrivé et on a tout de suite discuté. Bonjour. La location est très abordable, à des prix dégressifs avec le temps, et surtout, il était vraiment très cool, pas prise de tête, il dit vas-y prends le tandem, tu reviens dans 2 jours, tu me dis ce que t'en penses. Bref voilà, j'en profite pour lui faire un petit coup de pub, vous lui ferez un coucou de ma part si jamais vous y passez. Et d'ailleurs il a maintenant un petit sticker collé chez lui. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte à peu près 20 € par jour pour un tandem et dans les 10-15 € par jour pour un vélo. Et si vous souhaitez rester là-bas un petit peu plus longtemps que quelques jours, je vais vous donner une petite astuce. Vous avez les vélos SwapFit très répandus là-bas, qui littéralement veulent dire vélo interchangeable et qui est vraiment abordable à moins de 40 € par mois environ, soit 4 jours de tandem. Il faut néanmoins vous y prendre quelques jours en avance et réserver en ligne, et d'ailleurs vous y croiserez des tonnes de vélos comme ça là-bas avec la roue avant bleue. Il existe également quelques stations de vélos en libre service, les HOV-Fit, qui se trouvent généralement aux abords des gares, mais par contre vous ne trouverez pas de système de location libre service sans borne. Ce qui s'explique notamment par le nombre hallucinant de possesseurs de vélos et la part modale, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui utilisent le vélo comme moyen de déplacement. Parlant des libres-services, il n'y a pas non plus de location de DPM. Vous savez, les engins de déplacement personnel motorisés, j'ai fait un sujet aussi là-dessus, eh bien ce n'est pas strictement interdit, mais le propriétaire de la trottinette électrique doit impérativement être assuré et immatriculé. Les engins ne peuvent circuler que sur les pistes cyclables et doivent respecter une vitesse maximale de 25 km/h.
Il y a également beaucoup d'intérêt pour une ville d'appliquer cette politique, car ça permet de lutter par exemple contre la sédentarité et simplifier les infrastructures et la réglementation autour des moyens de transport. Mais ça, je le développerai dans un autre sujet. Donc gardez ça en tête, quand vous vous déplacez dans un autre pays, vérifiez bien la réglementation autour de votre engin. Je vous renvoie vers la chaîne YouTube de Monsieur Flex qui raconte pas mal de péripéties justement lors de ses traversées de l'Europe en gyroroues. Parlons maintenant voiture. Eh bien là où j'ai séjourné, mon hôte disposait d'une voiture pour se déplacer et donc j'ai pu le questionner. Je lui ai demandé quel moyen de transport il utilisait au quotidien. Il m'a dit « j'ai 3 vélos, un pour la ville, un pour le sport et un pour les grosses sorties. Et j'ai aussi une voiture, mais ça c'est uniquement pour rejoindre mon travail, qui a plus de 50 km, et aussi pour me déplacer en vacances, même si j'aimerais bien m'en débarrasser. La voiture là-bas n'est donc pas vraiment vue comme un mode de transport au quotidien, c'est plutôt un outil qui va permettre de se déplacer sur des grosses distances, et vraiment quand il n'y a pas d'autre choix. No carcan passia. Car la ville est vraiment designée en ce sens, les piétons et cyclistes sont toujours valorisés par rapport aux véhicules. Quand je dis valoriser, c'est qu'en fait ils ont toujours l'itinéraire le plus court disponible, alors que la voiture, elle, va souvent se retrouver avec des bornes en plein milieu de la route, créant ainsi des sortes de labyrinthes. Et ça c'est principalement pour éviter de traverser les quartiers calmes et de les utiliser comme des raccourcis. Enfin là-bas ils doivent avoir un bon sponsoring avec Tesla parce que j'en ai vu un nombre incroyable. Et plus tard je me suis rendu compte que c'était principalement lié à la politique qui allait transformer tout le parc automobile en électrique, et ce d'ici 2030. Et depuis le 3 mai 2021, il n'y a plus de pub pour les véhicules thermiques dans le métro. Après, c'est peut-être une coïncidence. Bon, revenons un petit peu au déplacement à vélo. Bon, et bien, avant de monter sur le vélo, là, il y a une énorme différence avec la France. Tout d'abord, on ressent beaucoup moins le besoin de se protéger, aussi bien avec un casque qu'avec des gants. C'est très rare de partager la chaussée avec d'autres véhicules. La quasi-totalité des pistes est séparée de la circulation. Et d'un autre côté, c'est les usagers qui nous encouragent à ne pas nous protéger, car personne là-bas, mais alors absolument personne, ne porte de protection. Pas de casque. Et les seules exceptions que j'ai pu voir, eh bien c'était des cyclosportifs en lycra qui allaient faire du vélo comme loisir, et qui ne l'utilisaient pas comme mode de transport. Et c'est ça, la grosse différence là-bas, c'est que c'est juste un piéton qui se retrouve sur un vélo. Ni plus ni moins. Pas besoin de se changer, pas besoin de se dévêtir, pas besoin de s'équiper. Et ça change énormément de choses et ça simplifie l'accès au vélo. Et un autre point que j'ai remarqué, c'est que les Néerlandais se déplacent beaucoup plus tranquillement. Quand je roulais à 15 km/h avec le tandem, je doublais tout le monde, alors qu'à Paris, j'estimerais cette vitesse comme faible et ça serait plutôt l'inverse qui se produirait. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils ne font que très peu d'efforts soutenus et donc ils ne transpirent pas et n'ont pas besoin de se changer. Le climat là-bas est également tempéré, pas trop chaud, et je pense qu'ils ont quand même pas mal de kawaii et de choses pour s'équiper en cas de pluie parce qu'il faut avouer qu'il pleut quand même beaucoup là-bas. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui n'a pas beaucoup gêné le développement du vélo. Et en plus des précédents points, l'ensemble des vélos est équipé de porte-bagages à l'arrière et certains d'un panier à l'avant. Et au niveau du porte-bagages arrière, d'autres personnes ont également installé des boîtes pour pouvoir transporter des éléments encore plus encombrants. Et l'intérêt de ce porte-bagages, c'est également d'éviter de transpirer en se trimballant un sac à dos. Et c'est donc là qu'arrive la transition parfaite pour vous parler du sac à dos de Je suis à vélo. Alors pour vous présenter un petit peu la marque, c'est une marque française qui est rentrée en contact avec moi quelques temps avant mon séjour à Amsterdam. Et c'était à ce moment-là où je commençais à chercher un nouveau sac à dos car l'ancien me donnait des douleurs aux épaules et commençait à fatiguer au niveau de certaines coutures. Ils m'ont donc donné carte blanche dans le choix du sac et j'ai donc eu la possibilité de tester celui-ci, le Weathergood Sweden. Alors il est légèrement plus léger que mon précédent sac à dos, mais c'est pas non plus le plus léger de tous les sacs à dos parce qu'il pèse quand même 1,3 kg. Mais pour en revenir à Amsterdam, ce sac a une particularité très spéciale, il dispose d'accrochage latéral, ce qui permet de le poser très facilement sur le porte-bagages du vélo, avec un petit lock qui lui évite de s'éjecter si jamais il y a une bosse ou si quelqu'un souhaitait vous le prendre à l'arraché, même s'il y a plus de chances que ce soit une bosse qui l'emporte au niveau des probabilités. Et ce système est protégé par une couche qui évite de sentir ce système d'attache dans le dos une fois qu'on le porte. Au niveau de la contenance, j'ai pu y amener tout mon matériel, que vous verrez d'ailleurs dans le générique, avec le PC, les batteries, le trépied et des tonnes de bazar que vous pouvez également remplacer par des vêtements par exemple. Si j'ai une chose à dire dessus, eh bien c'est qu'il n'est pas équipé de réflecteur latéral ni sur les bretelles, qui d'ailleurs sont très confortables, parce que j'ai pas eu de douleur à l'épaule quand j'ai pu le tester. Mais bon, ça je pense que c'est des trucs que vous pourrez rajouter par la suite,
si vous voulez vraiment mettre des réflecteurs dessus. Et bien sûr, le sac résiste à l'eau et la boue, parce que ça m'est arrivé de me retrouver avec plein de projections de boue sur le sac et ça se nettoie très bien. Parlant d'eau, c'est aussi dommage de ne pas avoir créé un petit emplacement en plus sur le sac pour pouvoir y mettre une gourde. Mais bon, c'est vraiment un sac qui est designé pour le vélo taf et pas vraiment pour les balades. Donc je comprends le choix. Donc là, ça fait plus d'un mois que je le teste et j'en suis vraiment très satisfait. Donc si ça vous intéresse d'aller le tester et de discuter avec les équipes, vous pourrez retrouver leur enseigne entre le boulevard de Sébastopol et la rue de Rivoli. L'équipe est vraiment très cool et n'hésitez pas à leur faire un petit coucou de ma part. Car oui, si vous êtes convaincu, vous pourrez obtenir une réduction de moins 10% sur ce produit avec le code Altisplay. Et bien sûr, le code fonctionne également sur leur site internet. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence sur l'utilisation du code. De toute manière, je reparlerai bientôt de ce sac dans des prochaines vidéos d'Amsterdam. Et une fois que vous avez donc transformé ce sac en sac à dos, c'est le moment de stationner son vélo. Et à Amsterdam, il faut bien le stationner. Vous avez certaines zones précises où le stationnement est indiqué, et bien sûr il est gratuit dans l'ensemble de la ville, mais vous ne devez pas le mettre en dehors, ni le stationner là pendant plus de 14 jours, sinon il risque simplement de se retrouver à la fourrière. Et ça, c'est pas comme à Paris, hein. Ils pardonnent pas. Le stationnement y est également très simplifié, on y trouve des places quasiment partout. Et pour attacher leur vélo, ils utilisent généralement un U ou une chaîne qui s'attache au cadre et la roue avant et un point fixe. Et pour la roue arrière, ils disposent quasiment tous d'un antivol qu'on appelle fer à cheval et qui permet d'immobiliser la roue arrière. C'est pour ça d'ailleurs que vous pourrez trouver certains vélos qui ne sont pas attachés à un point fixe. Et donc un autre point intéressant, c'est que là, l'antivol ne quitte jamais le vélo. Soit à l'arrêt, soit en roulant, ce qui simplifie encore plus l'accès au vélo. Passons maintenant à pied. Car oui, le vélo c'est super cool, mais il y a plein d'autres choses à voir à Amsterdam. Alors ici je ne parle que des modes de transport, mais dans la partie 3, je vous parlerai effectivement de toutes les choses à ne pas louper et que j'ai pu voir dans cette ville. Bon, et donc se déplacer à pied dans Amsterdam, ça donne quoi? Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est la façon dont est structurée la ville. Le piéton est l'usager le plus chouchouté. Le trottoir est une longue continuité plate, et pas des vagues remplies de bateaux qui simplifient le passage des véhicules. Là, il y a juste des petites bordures permettant d'accéder au trottoir et où le vélo et la voiture va s'inviter avec prudence pour pouvoir traverser. Parce que oui, sur les petites rues, c'est pas le piéton qui doit traverser la rue, mais la voiture qui doit traverser le trottoir. Et rien que ce point de vue, ça change beaucoup de choses sur le comportement envers les piétons. De par l'infrastructure, les véhicules sont souvent amenés à ralentir. On peut d'ailleurs remarquer dans les quartiers d'habitation la présence de ces ralentisseurs et une sensation très particulière où on se sent vraiment très à l'aise en marchant sur la route. Il n'y a pas vraiment de séparation entre la route et le trottoir dans les quartiers d'habitation. Et en dehors, sur les gros axes, le trottoir est large et le piéton aura toujours l'itinéraire le plus court. Ce qui est également intéressant, c'est que le cycliste, lui, n'a pas été oublié et aura toujours la possibilité de devenir piéton, car les aménagements comme les escaliers ou autres ont été prévus pour pouvoir être empruntés avec le vélo à côté de soi, grâce par exemple à une petite rampe. Et comme je le disais un petit peu avant, la ville a été prévue comme un vrai labyrinthe pour les automobilistes, et donc la voiture est utilisée uniquement que si elle est indispensable. Et c'est surtout qu'elle commence à être vraiment intéressante à partir d'une grande distance, quand on va enfin sortir de ce labyrinthe pour aller sur de la route qui est prévue pour rouler. Et bien sûr, comment ne pas parler du bateau à Amsterdam? Mais le bateau là-bas n'est pas vu comme un mode de transport. J'avais beaucoup d'a priori quand je suis arrivé sur place et des désillusions finalement en voyant que c'était juste un loisir. Car par exemple sur le canal, la vitesse maximale est de 6 km/h et légèrement plus élevée sur les grands axes. Et ce pour éviter de faire des vagues. Mais ça ne permet pas des déplacements efficaces avec le bateau. Enfin, quand je parle de bateau, je parle de bateau personnel. Et d'ailleurs, un petit point intéressant, c'est que les bateaux aussi vont devoir délaisser leur moteur thermique pour passer à l'électrique, comme l'ensemble des engins motorisés qui souhaiteront accéder à Amsterdam. Le bateau d'ailleurs, sur lequel je navigue, est également équipé d'un moteur électrique. Et quel plaisir! So well. It turns magnificent. Un grand merci d'ailleurs à Aurette pour cette petite balade et j'en parlerai un petit peu plus dans la partie 3 où je présenterai un petit peu plus ce mode de transport très atypique mais absolument hallucinant. Enfin vraiment, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Bon, quand je dis que le bateau n'est pas un mode de transport, ce n'est pas complètement vrai car il y a les ferries.
et eux sont gratuits et permettent aux piétons et cyclistes, scooteristes également, de traverser d'une part et d'autre la ville. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a jamais d'attente. Dès qu'il y a un ferry qui arrive, il y en a un autre qui repart. Donc c'est vraiment un moyen de transport qui est à utiliser sur une continuité en tant que piéton ou cycliste. D'ailleurs, la piste cyclable débouche directement dans le ferry. Enfin, pour les trams, bus, métro, c'est pas vraiment donné et les déplacements dans l'hypercentre se font principalement à pied ou à vélo. Surtout qu'un déplacement dans le tram peut varier en termes de temps car il partage la même voie que les autres motorisés par endroit et est assez onéreux, c'est 3 € pour un aller simple. Et surtout que j'ai testé, il n'y a pas vraiment de trucs incroyables à faire dedans, à part se faire balader un petit peu plus rapidement qu'à pied. Mais en dehors, le réseau est plutôt bien développé, et ça aussi bien au niveau du métro que le bus et le train. Je vous partage d'ailleurs toutes les informations en description, mais je ne m'étalerai pas sur le sujet vu que je n'ai pas testé ces différents moyens de transport. Et pour finir, j'en profite pour vous présenter un petit livre que j'avais lu à mon retour de séjour, car je n'avais pas envie de me spoil, c'est « Pourquoi pas le vélo ?» Un livre qui m'a permis d'ailleurs de compléter ce sujet sur certains passages, et qui s'adresse aussi bien aux personnes qui découvrent le vélo que ceux qui en font depuis longtemps. L'approche y est vraiment intéressante, avec de nombreux exemples puissants qui permettent d'étayer des argumentaires. Bref, si vous voulez un peu mieux comprendre pourquoi le vélo fonctionne si bien aux Pays-Bas et comment il pourrait fonctionner ailleurs, alors ce petit livre est pour vous. Et j'en profite pour remercier son auteur, Stein, pour les différents échanges que j'ai eus avec lui qui sont vraiment passionnants à chaque fois. Je vous laisse donc là-dessus et je vous dis à bientôt pour la seconde et troisième partie où on analysera les aménagements cyclables et les choses à découvrir là-bas. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent. On se rapproche petit à petit d'une situation stable pour moi où je vais pouvoir vivre de la chaîne. Et c'est aussi l'occasion de vous parler un petit peu plus de Utip, où au-delà d'être une plateforme de soutien un petit peu comme Tipeee, mais sans le shitstorm, permet d'avoir un suivi sur tous mes projets YouTube, Instagram, Twitch et la chaîne secondaire. Donc, si vous souhaitez ne rien louper, vous pouvez me suivre là-dessus. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une bonne route. Wow, so cool. Yeah. So cool. Yeah, to be not scared. To not be scared.